Moi, j'ai commencé en septembre l'année dernière, à raison donc d'un post par semaine, et j'ai fait donc 1 million de vues en un an. Je suis passé de 150 relations, du coup en début d'année dernière, à plus de 2400 aujourd'hui, avec à peu près 90% en inbound, donc c'est-à-dire des gens qui m'ont suivi, c'est pas moi qui les ai rajoutés Super. sur la plateforme. Ça, il n'y a pas de recette miracle. Voilà, moi j'ai fait 52 posts, j'en ai fait 1 à 500 000 vues, j'en ai fait 2 à plus de 100 000. Mais je veux dire par là que 80% de mes posts font entre 10 et Ouais, 20 000 vues, ce qui est déjà correct, mais il faut pas s'attendre à buzzer à à chaque chaque fois. poste. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Aftermarket, je suis Clément SSB et on se retrouve encore une fois après la rentrée pour parler d'un réseau qui est très sous-estimé, j'ai nommé LinkedIn. Alors aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut gagner en visibilité, générer des opportunités sur LinkedIn en tant que personne ou en tant qu'entreprise. Pour ça, j'ai un expert avec moi, j'ai invité Lucas Gonzalez. Alors avant de le présenter, j'ai deux choses à vous dire. Une nouveauté, on a maintenant une newsletter. Dans cette newsletter, il y a un résumé écrit de l'épisode et il y a aussi tous les liens qu'on va mentionner. C'est plutôt pratique, ça vous évite de prendre des notes. Et deux, bien évidemment, je veux remercier notre partenaire, c'est Factory 5.42, le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse. Et c'est chez eux qu'on filme ce talk show. Voilà. Bon Lucas, je te propose de chiner. Allez. Bon, je suis très content de te recevoir là parce que je vois tes posts passer depuis un petit moment et franchement ils me plaisent. Et en plus, ce qui m'a vraiment décidé, c'est que t'es vraiment, t'as été repéré par une jolie influenceuse LinkedIn, on va dire, Valentine Soda pour ne pas la citer, qui a commenté tes posts, qui a dit mais ce mec est trop sous-coté, donnez-lui la fame. Je sais pas si je suis trop sous-coté, mais en tout cas, je fais ce que je peux. Et ce qui, moi, me semble être le mieux pour mon LinkedIn et du coup, celui de mon agence. Ok. Voilà. Ouais, parce que, alors, on va te présenter tes chefs de projet dans une agence de com qui s'appelle Standout. Et en fait, dans cette agence de com, vous avez tous une stratégie de visibilité. C'est-à-dire que vous avez tous votre niche et chaque personne publie un peu sur son sujet de prédilection. Et c'est toi qui t'occupes de cette stratégie-là. C'est ça. Alors, chez Standout, on a une stratégie qui est un peu particulière et que peu d'agences de communication, du coup, ont, ou en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. C'est qu'on a une vraie stratégie de contenu sur LinkedIn, qui va donc se séparer en deux pôles principaux, donc la stratégie de notre page entreprise et la stratégie qui va concerner les membres de l'agence. L'idée, c'est en fait de faire parler tous les membres de l'agence sur LinkedIn. Donc, que tu sois graphiste chez Standout ou que tu sois chef de projet ou même que tu sois directeur de l'agence, tu es invité à prendre la parole sur LinkedIn, sur ton propre LinkedIn, afin de générer de la visibilité. Ok. L'idée, c'est que chacun puisse du coup parler de son propre domaine d'expertise et aussi communiquer sur ce qui lui tient à cœur. Donc ça peut être ses valeurs, sa personnalité, ses passions. Une fois que tout le monde a été un petit peu briefé sur ça, tout le monde s'est donc mis à publier de manière régulière. Donc on essaye de maintenir un rythme Une fois par semaine. Ouais. d'une fois par semaine sur LinkedIn afin donc de générer de la visibilité. Ok. Ben écoute, ça m'amène directement à ce que je voulais, ce dont je voulais qu'on parle en premier. Avant d'aller plus loin, je voulais qu'on comprenne avec toi qu'est-ce qu'on peut attendre de LinkedIn. Est-ce qu'on peut attendre, alors en tant que business, que ce soit un canal d'acquisition, ou est-ce que c'est juste de la visibilité, est-ce que c'est autre chose? Alors, tout va dépendre un petit peu de la taille et du type de business. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui vont utiliser LinkedIn 100% comme un canal d'acquisition. Ouais. Ça marche notamment très bien pour les freelances ou les personnes qui sont en auto-entreprise parce qu'elles vont se faire connaître, elles vont pouvoir démontrer leur expertise et du coup, c'est faire repérer par de potentiels clients sur la plateforme. Mais nous, chez Standout, c'est pas vraiment ce qu'on vise. C'est pas à proprement parler un canal d'acquisition, c'est plutôt un canal de visibilité et d'activation. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, on a eu très peu, de manière générale, de clients qui provenaient de LinkedIn, Ouais. puisque nous, vraiment, ça va être le SEO
notre canal d'acquisition principal. Par contre, c'est un très bon moyen de finir de convaincre un client potentiel. Je m'explique, c'est-à-dire que quand l'annonceur va avoir recours à une agence, de manière générale, il va faire un benchmark entre les différentes agences. Et il va donc un petit peu fouiller Internet pour savoir quelle est l'agence qui va pouvoir le mieux répondre à ses besoins. Et en fouillant, généralement, il va forcément tomber sur le LinkedIn soit de l'entreprise, soit sur nos posts à nous. Et ça va nous permettre un petit peu de casser cette première barrière. L'annonceur va savoir directement avec qui il va travailler. Et donc c'est un élément essentiel dans sa prise de décision parce que nous on joue vachement sur on est une équipe sympathique, etc. Donc c'est vrai, ce qu'on poste sur LinkedIn, c'est vraiment ce qu'on est, mais ça aide vraiment l'annonceur à prendre sa décision parce que pour le coup il va savoir à qui il va avoir affaire. D'accord. Et toi personnellement, donc, tu publies beaucoup sur LinkedIn très régulièrement depuis 1 an. Tu as même fait des posts qui ont fait plus de 500 000 vues. Ça t'a apporté quoi personnellement ? La première chose que ça m'a apporté, c'est que je suis là aujourd'hui à vous parler devant cette caméra de LinkedIn, puisque avec Clément on s'est rencontrés du coup sur LinkedIn. Après que j'ai posté il y a quelques semaines sur le dark mode. Voilà. Et après, moi, ce que ça m'apporte personnellement, c'est de la visibilité. Donc demain, on ne sait pas où je serai. Peut-être que je serai ailleurs. Peut-être que j'aurai créé mon entreprise. Et donc toute cette visibilité que j'amasse du coup pendant ma période chez Standout va me servir un jour ou l'autre. Ouais, par la suite de ta carrière. Voilà, en fait, c'est un actif qu'on développe. C'est un actif qu'on développe totalement. La visibilité en ligne, de toute façon, aujourd'hui, c'est quelque chose de primordial, surtout dans le domaine de la communication, où on va nous demander souvent justement des références et un petit peu prouver ce qu'on sait faire. Donc si on a déjà une petite communauté, ça permet vraiment d'ouvrir des portes. Ok, trop bien. Bon, et bien alors, on va parler de comment est-ce qu'on va créer une stratégie pour générer de la visibilité. Et du coup, des leads si on est freelance, des opportunités si on est salarié. J'imagine que la première étape de ça va être de définir, justement, proprement parler, sa stratégie, sa niche, enfin, plutôt sa cible en premier temps, son positionnement. Comment est-ce qu'on fait ça ? La première chose à savoir, c'est que LinkedIn n'est pas magique, ça va pas forcément marcher pour tous les types d'entreprises. Donc si on décide de monter sa stratégie sur LinkedIn, ça veut dire que notre cible doit être sur LinkedIn. Donc nous, pour le coup, à l'agence, notre cible, c'est essentiellement les chefs de PME, donc de la région et d'ailleurs. Donc c'est logique qu'on soit sur LinkedIn pour le coup. Et de manière générale, en B2B, quand on va du service, LinkedIn est un canal qui est excellent. Donc la seconde chose à faire, c'est qu'une fois qu'on a défini notre cible et le canal sur lequel on va communiquer, ça va être de définir un petit peu le message. De quoi va-t-on parler ? Qu'est-ce qu'on va mettre en avant ? Et qu'est-ce qui va nous distinguer finalement de nos concurrents ? Chez Standout, nous, il y a plusieurs choses qui vont nous distinguer de nos concurrents. Bon, déjà, c'est le fait qu'on prenne la parole publiquement en tant qu'employé et en tant que page, pour le coup, qu'entreprise. Mais ça va vraiment être axé sur l'image qu'on va renvoyer. Donc, chez Standout, la moyenne d'âge, c'est 25 ans. Donc, on va beaucoup jouer sur ça, sur le fait que, justement, on est une bande de jeunes. Notre devise, c'est un peu un travail sérieux sans se prendre au sérieux. Et ça, en fait, cette sympathie qu'on va essayer d'amener sur la plateforme, ça va vraiment créer des liens avec de potentiels prospects ou en tout cas finir de les convaincre. Okay. Une fois qu'on a décidé un petit peu donc de ce qu'on va parler et l'image qu'on veut renvoyer... le ton finalement, quasiment. Pardon ? C'est quasiment le ton finalement qu'on va Exactement, adopter. Ouais. C'est le ton qu'on va adopter. Il faut définir le type de contenu qu'on va publier. Donc, nous, il y a 3 choses qui nous tiennent à cœur. C'est la marque employeur. Donc là, d'où l'importance justement de paraître pour des gens sympathiques, ce que nous sommes. La qualité de notre travail. Donc on va régulièrement aussi publier nos réalisations. Donc ça va être logo, site internet, image de marque, de manière générale. Et la troisième chose, ça va être de donner des conseils à tous ceux qui nous suivent.
Ça, c'est ce que moi j'appelle les posts à forte valeur ajoutée. Et de manière générale, sur LinkedIn, c'est ce qui va marcher. C'est-à-dire que plus vous allez donner de la valeur à votre audience, plus votre audience va s'engager auprès de vous. Alors, qu'est-ce que j'appelle donner de la valeur? Il y a, selon moi, en tout cas, deux types de valeur ajoutée. Il va y avoir une valeur ajoutée plus émotionnelle. Donc ça va être un post qui va provoquer le rire, de la frustration, de la colère. En fait, qui va provoquer une émotion chez nous et du coup, avec lequel on va avoir tendance à interagir. Typiquement, c'est pour ça que on like souvent les photos de nos amis, c'est parce qu'en fait, on est content pour eux. Et il y a un second type de post, donc là chez Standout c'est ce qu'on va beaucoup développer, c'est avec de la valeur ajoutée entre guillemets intellectuelle, où on va apprendre quelque chose en fait à l'audience, et on va jouer sur le biais de réciprocité. C'est-à-dire que, alors le biais de réciprocité c'est quoi? C'est qu'on va avoir tendance, lorsqu'on nous donne quelque chose, à donner quelque chose en échange. Et donc lorsqu'on donne du savoir, des compétences, votre audience va avoir plus tendance à s'engager avec votre contenu, et donc à liker, à commenter, à partager, ce qui finalement va faire décoller les posts jusqu'aux étoiles. Ok, d'accord. Bon, on est allé un peu vite. Je te propose que tu nous expliques ça un tout petit peu plus en détail, Oui. en prenant l'exemple. Parce que toi, tu as coaché un petit peu toute l'équipe de Standout pour voilà, définir sa stratégie, définir ses piliers de contenu, et puis après dérouler. Mais je propose qu'on prenne l'exemple, je sais pas, celui qui te parle le plus, soit le tien, soit peut-être un autre qui est un peu plus parlant, ou pourquoi pas un de tes clients sans forcément les noter, et qu'on regarde un peu comment est-ce que tu as fait pour établir la cible, le positionnement, et par rapport à ce profil-là, quel contenu il publie. Alors comment on fait? Donc on va prendre l'exemple de Léa, qui est notre UX UI designer, et qui a quand même une petite communauté maintenant de plus de 4000 abonnés sur LinkedIn, à force de publier, et qui commence vraiment à devenir le fleuron de la boîte, quoi. Non, c'est pas le fleuron de la boîte, j'allais dire une référence, c'est pas vraiment une référence à l'UX UI, mais en tout cas qui arrive à partager sa passion pour l'UX et lui, et qui arrive du coup à motiver justement toute une communauté autour d'elle, autour de ses propres compétences. Donc voilà, donc pour chaque employé, il va falloir définir un petit peu de quoi il va parler. Donc là, il y a quelque chose qui est très simple qui s'appelle le tofu, mofu, pofu. Ça, c'est une technique qui est répandue pas que sur LinkedIn, qui peut être utilisée pour plein de choses. Alors, qu'est-ce que c'est le tofu, mofu, bofu? Alors, respectivement, ça veut dire top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel. Ça va vous permettre, en fait, de créer du contenu de manière un petit peu illimitée, à la fois donc sur qui vous êtes et à la fois sur ce que vous faites. Le tofu, ça va être un sujet qui va un petit peu moins se convertir et qui va se diriger vers une audience large. Typiquement, moi, pendant longtemps, mon tofu, ça a été un petit peu la culture internet. Je faisais des posts, par exemple, sur un top de youtubeurs, etc. etc. Donc ça va toucher une audience large. Ce sont des posts qui vont marcher quand même, mais qui vont avoir très peu d'intérêt pour la conversion. L'objectif, c'est d'attirer des personnes qui vont nous ressembler et qui, donc, après, vont avoir plus tendance à interagir avec notre contenu. C'est le haut de l'entonnoir de vente. C'est le haut de l'entonnoir. C'est pas de la vente, c'est de la création de contenu. C'est pour trouver des idées, pour voilà, comment mes collaborateurs trouvent leurs idées pour publier. Le mofu, donc middle of the funnel, ça va être un sujet qui va être un petit peu plus spécifique, qui va convertir un petit peu plus et qui va avoir un petit peu plus rapport avec ma compétence propre. Pendant longtemps, moi, mon mofu, c'était la vie de stagiaire. Parce que beaucoup de gens se reconnaissent dans ce monde-là. Je peux le relier facilement à mon métier, en disant, voilà, je suis stagiaire et je fais ça, je suis stagiaire et je m'occupe de ça. Et donc, je donnais des conseils aux autres potentiels stagiaires alternants pour trouver leur alternance, trouver leur stage dans la communication, etc. Et enfin, le bofu, ça va être le sujet le plus spécifique, donc qui va s'adresser à notre niche et qui va montrer nos compétences telles qu'elles sont, et qui seront du coup qui est beaucoup plus tourné vers l'acquisition.
Donc moi, mon beau fou actuellement, ça va être du coup LinkedIn pour le coup. C'est toutes les semaines, je vais partager des conseils pour développer sa visibilité sur LinkedIn. Donc que ce soit comment optimiser son profil, comment justement publier du contenu. N'hésitez pas à le suivre d'ailleurs pour avoir encore plus de conseils Voilà. sur LinkedIn. Jeudi prochain, vous aurez un nouveau conseil sur LinkedIn puisque ce sont tous les jeudis que sortent mes posts. Ouais, donc bottom funnel, LinkedIn, conseil LinkedIn. Voilà. Donc ça va représenter environ 80% de mes posts. Ça va être du LinkedIn. Le reste, ça va représenter entre 10 et 20% Okay. En fonction de si j'ai déjà si je suis inspiré là-dessus et si j'ai envie aussi de parler de ça parce qu'il ne faut pas non plus que ça rompe. Par exemple, aujourd'hui, dans quelques jours, je ne serai plus étudiant. Donc, en termes de légitimité, parler encore des étudiants, ça peut se faire encore, mais déjà, c'est moins crédible. Voilà, pour mon personal branding, maintenant, je suis un professionnel. Voilà. Ouais, tu peux plus te servir vraiment de cette carte-là. C'est ça. Voilà. Ok. Mais carte d'ailleurs, la carte de l'âge qui est très très intéressante. Hein. La carte de l'âge qui est très intéressante parce que c'est un fabuleux argument d'autorité. C'est-à-dire que quand on est jeune, il faut en profiter justement pour un petit peu vanter ses exploits parce que justement le jeune âge va créer un petit peu un sentiment d'exploit. Enfin, je me répète un peu, désolé. Ouais, j'ai 21 ans et j'ai fait 1 million voilà. de CA. C'est ça, alors là, tout le monde est... vous le remarquerez beaucoup, il y a beaucoup de posts comme ça. C'est à peine 18 ans, je monte mon entreprise, j'ai 20 ans et j'ai réussi à scale mon business, etc., Ouais. etc. Donc c'est un très bon argument. C'est un super argument pour faire une accroche de post. C'est un post comme ça d'ailleurs qui m'a donné envie de faire un épisode dédié à LinkedIn. Parce que y a eu un post il y a quelques jours d'un adolescent de 15 ans qui avait monté son agence de com à 15 ans, du coup, il est encore au lycée. Et il a fait 1 million de vues, 15 000 interactions pour son premier post. Premier post, 1 million de vues, 15 000 interactions. Et le post, c'est je vais signer mon premier client à 15 ans, un truc comme ça. Oui. Et le mec, ouais, voilà, premier post, c'est ça. D'ailleurs, ça nous montre Oui. bien que TikTok, c'est l'Eldorado bien identifié, des vues gratuites, du reach illimité. C'est ça. Mais LinkedIn n'est pas loin derrière, quoi. LinkedIn aujourd'hui, c'est la deuxième plateforme qui va vous permettre d'avoir le plus de visibilité après TikTok. Mais ça reste pour moi en tout cas la plateforme la plus intéressante quand on est encore en B2B. On revient sur cette histoire de cible où les chefs d'entreprise ne sont pas encore sur TikTok. Mais oui, LinkedIn, par exemple, face à Instagram, est un vecteur de visibilité incroyable, là où aujourd'hui Instagram est complètement assailli de toutes parts de contenu et sur lequel c'est très difficile de développer sa communauté. LinkedIn est un très très bon vecteur de visibilité, à la fois pour une entreprise et à la fois pour les personnes. Ouais, totalement. Donc, c'est une opportunité à saisir maintenant, avant que ce soit trop saturé comme les autres réseaux, quoi. C'est ça. Et juste pour rebondir du coup sur ce que tu disais, du coup sur l'adolescent de 15 ans qui a fait son post là, qui a fait 1 million de vues, ça prouve bien une chose, ça veut dire que tout le monde peut aller sur LinkedIn et que tout le monde a des choses à dire. D'ailleurs, moi, vraiment, ça me tient à cœur et j'incite vraiment les étudiants de toute la France en marketing, en communication, à prendre la parole sur LinkedIn, à créer du contenu pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un très bon entraînement. Ça permet déjà d'aborder le métier de social media manager, le métier de traffic manager. Et ça permet aussi de trouver plus facilement vos alternances, vos stages et potentiellement un boulot par la suite dans un domaine où on commence à être un petit peu saturé dans la communication et le marketing. Donc vraiment, j'exhorte vraiment les étudiants à prendre la parole sur LinkedIn et à ne pas avoir peur, ne pas avoir honte et que ça ne peut que être bénéfique pour eux et pour la suite de leur carrière. Ouais, ça c'est sûr. De toute façon, je pense qu'on leur dit en école. Moi, en tout cas, à l'époque, on me l'avait déjà dit. J'avais des cours de LinkedIn. Mais du coup, tu vas te heurter au fameux ouais, mais je sais pas quoi dire. Ouais, mais je sais pas ce que je vais y raconter. Ouais, mais moi, j'ai pas d'expérience. Oui. Et du coup, là, le top of the funnel,
on peut le voir, imaginons que tu sois passionné de musique, tu vas parler un petit Exactement. peu de musique. Le middle of funnel, tu vas avoir, ça va pas étant donné que tu n'as pas encore une compétence et un secteur d'activité cible, tu n'es pas encore sûr de ce que tu veux dire, là, tu vas peut-être avoir un peu plus de mal à identifier tes contenus, non? Tu peux avoir un petit peu de... En fait, la création de contenu, c'est très compliqué au début. Enfin, tout le monde se dit, je n'ai rien à dire. Sauf qu'en réalité, c'est faux, parce que déjà, la première chose, c'est que tu n'es pas obligé de parler d'une compétence professionnelle. Tu peux parler, par exemple, de l'école et de ce qui t'entoure, ce que tu fais au quotidien, justement. On peut imaginer que ton middle of the funnel, ce soit une critique de l'environnement, enfin une critique, une analyse de ton environnement scolaire. Donc, par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, on peut très bien imaginer un post que top 5 des choses que que j'aimerais apprendre en cours et que l'école ne m'enseigne pas. On peut très bien imaginer ça. Et en bottom of the funnel, on peut utiliser justement LinkedIn, comme moi j'ai fait pendant longtemps, parce que finalement c'est pas très compliqué d'en parler, on peut vite monter en compétence dessus, et ça permet justement à la fois donc, de créer du contenu, et à la fois d'améliorer soi-même son propre contenu et sa propre stratégie par rapport à LinkedIn. Ok, d'accord, je vois, très bien. Donc finalement, tu vas partager des infos sur LinkedIn, des tips, des actus. Pour te dire, après, moi, au début, c'était compliqué de parler d'un sujet en particulier. Et donc, j'ai posté pendant un an sans trop avoir de stratégie définie. Il y a ça aussi qu'il faut se dire, c'est que c'est pas grave si au début, quand tu commences à publier sur LinkedIn, tu n'as pas un tofu mofu bofu qui soit extrêmement précis. Si tu ne sais pas encore de quoi tu vas parler, parce qu'en fait, tout simplement, tu es étudiant, tu as le temps. Tu as le temps de découvrir un petit peu le monde, de découvrir ce qui va te plaire, et la voie dans laquelle tu vas te lancer. Et petit à petit, ton contenu va naturellement s'orienter vers ce que tu vas apprendre et tes expériences de vie également. Moi, pendant très longtemps, mes posts, c'était un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire que une semaine, j'allais justement faire mon top des youtubeurs et la semaine d'après, j'allais dire que comment faire son CV. Ouais. Donc c'est des choses qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Mais pourtant, ça ne m'empêchait pas de créer du contenu et j'étais pas niché du tout et ça marchait. Ok, d'accord. Voilà. On a des petits chiffres pour se donner une idée? Ouais, là, du coup, moi j'ai commencé en septembre l'année dernière à raison donc d'un post par semaine. Donc 52 posts à l'heure actuelle, à quelque chose près. Et j'ai fait donc 1 million de vues en un an. Ce qui semble pas énorme quand on voit les statistiques des plus gros influenceurs qui font le million de vues chaque mois ou chaque semaine. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que déjà je postais qu'une fois par semaine, là où eux généralement postent tous les jours, voire parfois plusieurs fois par jour. Et que 1 million de vues, c'est... alors, je vais faire un peu une private joke, mais c'est 222 fois la population de Mazamet. Okay. Donc, si j'étais sorti de la rue et que j'avais crié... j'aurais jamais réussi à parler à 1 million de personnes si j'avais pas créé du contenu sur LinkedIn. Mazamet, qui est un petit village du sud, pour ceux qui ne connaissent pas. Une petite ville, mais oui. C'est ça. Et donc voilà, donc pour moi, ça a été un vecteur de visibilité énorme. Je suis passé de 150 relations, du coup, en début d'année dernière, à plus de 2400 aujourd'hui, avec à peu près 90% en inbound, donc c'est-à-dire des gens qui m'ont suivi, c'est pas moi qui les ai rajoutés sur la plateforme. Donc ça fait une belle évolution, en tout cas en termes de chiffres sur un an. Ok, c'est d'accord. Pas prêt de s'arrêter. Bon, j'imagine qu'il y aura des questions sur comment trouver des idées de posts, mais ça on va y revenir quand on s'attaquera à la rédaction des posts. Bon, là on a du coup notre stratégie, nos piliers de contenu, donc un type de contenu pour du top funnel, du middle et du bottom. Donc, bottom plus ou moins très relié à notre domaine de compétences. Maintenant, j'imagine qu'il va falloir aussi optimiser son profil. Il va falloir en faire un truc sexy qui arrive à convertir les personnes qui arrivent sur notre profil. Alors, selon moi, il y a
3 éléments sur le profil qui sont plus importants que les autres. Ça va être la photo de profil. Donc, ça va être très important d'avoir une photo de profil qui soit certes professionnelle, mais qui soit surtout remarquable. Donc, on peut se remarquer avec une couleur, par exemple. Nous, chez Standout, on nous appelle les pépés bleus parce que on a tous une photo de profil bleue ça fait longtemps qu'on a compris ça, donc voilà, une ou deux fois on est passé dans les commentaires de Nurshi de LinkedIn, pour ceux qui connaissent, avec des gens qui se moquent de nous parce qu'on commente les posts les uns des autres, mais on aura peut-être l'occasion de reparler de ça tout à l'heure. Donc il faut que ce soit remarquable. Donc aujourd'hui c'est un peu plus compliqué parce que beaucoup de monde on l'a compris, donc on va avoir beaucoup de photos de profil de couleurs dans le fil d'actualité. Après, rien n'empêche d'ajouter un petit détail, par exemple justement Valentine Soda avec ses fameux gants de boxe. C'est comme ça que elle s'est fait connaître aussi, ça a beaucoup joué, cette image de boxeuse. Avec l'emoji gants de boxe qu'elle réutilise un peu partout. Exactement. La deuxième chose, ça va être la photo de couverture. Parce que tout simplement, quand on va visiter votre feed, ça va être les 2 premières choses qu'on va voir. Donc c'est la photo de profil et la photo de couverture. Et il faut donc utiliser la photo de couverture pour délivrer de l'information. Quel type d'information ? Généralement, ça va être votre domaine de compétences ou votre promesse. Par exemple, ça va être, moi, je vous donne des conseils activables pour faire glow up votre LinkedIn. Promesse qu'on retrouve du coup dans le 3e élément qui est important, c'est le titre du profil. Pourquoi c'est important ? S'il est moins visible que la photo de profil et la photo de couverture, on le retrouve partout, puisqu'en fait, dès qu'on commente un post ou qu'on crée un post, en fait, il est écrit sous notre nom. D'où l'importance en fait d'optimiser ce titre-là pour en fait donner des indices sur notre offre. Donc, encore une fois, moi, si je fais glow up votre LinkedIn grâce à des conseils activables toutes les semaines, et en fait, comme ça, les gens, quand ils me voient commenter, quand ils me voient interagir avec du contenu, ils savent directement ce qu'ils vont retrouver sur mon profil. Et donc, si ça les intéresse, ils vont cliquer et ils vont s'abonner. C'était une proposition de valeur qui est en permanence montrée, quoi. Exactement. Ok, très bien. J'insiste sur le fait qu'il faut que ce soit une proposition de valeur et pas simplement votre poste dans l'entreprise. Parce que finalement... personne n'est intéressé par un chargé de communication, par contre tout le monde est intéressé par quelqu'un qui peut vous faire exploser sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, t'as pas mis chef de projet chez Standout, voilà. Ça, comme tant d'autres, t'as mis c'est ça. Je vous donne des conseils toutes les semaines sur LinkedIn, quoi. C'est ça. Et après j'ai mis aussi, alors ça c'est un peu une petite blague et à la fois un petit axe que j'ai tenté, j'ai aussi mis, vu que je fais pas mal de SEO, CEO du SEO. Parce que sur LinkedIn, les CEO ont toujours tendance à avoir plus de gens qui les contactent, qui les ajoutent en relation. Et donc, pour des gens qui ne seraient pas initiés au SEO, etc., c'est un petit jeu de mots, etc. Donc, un petit hack sympa. Ok, d'accord. Ça te donne des résultats. C'est difficile de les identifier. C'est difficile de les identifier, mais moi, je pense que, en tout cas, d'expérience, par exemple, je vois, moi, mes CEO... c'est plus facile pour eux de prendre la parole sur LinkedIn et d'être suivis parce qu'ils ont le titre de CEO. Voilà. Ouais, bon, forcément. Ok. Donc, ma sélection, toi, tu mets des posts dans la section ma sélection. Oui, alors, donc après, c'est vrai qu'on peut revenir aussi sur les autres éléments du profil. Il y a ma sélection, donc moi, pour l'instant, je mets des posts. L'idéal, c'est de mettre un peu de tout. Mais ça va venir du coup. Donc posts, donc vos posts préférés ou les posts qui ont buzzé. De manière générale, il faut essayer de prendre quand même des posts qui vont se ressembler un petit peu graphiquement pour vraiment créer un univers sur votre profil. Voilà, parce que c'est aussi important d'avoir une charte graphique et d'être identifiable visuellement. Mais aussi, on peut mettre des liens. Donc des liens vers un site internet, vers un blog, vers un Instagram. On peut créer des articles aussi, donc ça va être un contenu qui va être beaucoup plus long, beaucoup plus informatif, mais qui va rentrer en compte dans l'optimisation du profil. Ouais. Parce qu'il faut savoir que l'optimisation du profil, elle est comptabilisée par LinkedIn via un outil que met LinkedIn gratuitement à notre disposition qui s'appelle le SSI.
Social Selling Index, qui va donc mesurer un petit peu notre performance sur LinkedIn, en prenant en compte plusieurs paramètres. Donc il va y avoir notamment donc, la pertinence du profil, la pertinence du contenu qu'on va publier sur la plateforme, et l'interaction avec les différents acteurs de LinkedIn, donc des partenaires, voilà, d'autres créateurs de contenu. Et enfin, la dernière, sur le profil, le dernier élément important, après en fait tous les éléments sont importants, il faut bien sûr remplir ses études, remplir un petit peu ses achievements, les langues parlées, etc. Mais je parle un petit peu des éléments qu'on peut personnaliser là. Ça va être sa propre description. Ouais. Sa propre description, c'est là où vous allez pouvoir un petit peu parler de vous, de qui vous êtes, essayer de finir de convaincre la personne en face que vous êtes la personne qui recherche. Et donc c'est l'occasion pour vous d'un peu raconter votre histoire et de essayer, en tout cas, de développer un petit peu votre personal branding en racontant un petit peu qui vous êtes. Ok, d'accord. Et on a le lien pour peut-être pour convertir vers son site, Oui. quand on a les choses à vendre directement. Alors ça, c'est quelque chose qui a été rajouté sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps, la possibilité maintenant de rajouter un lien justement directement sous le titre du profil et un lien personnalisable, donc sur lequel on va pouvoir donc linker notre site internet avec un petit message personnalisé. Voilà. Donc faut pas hésiter aussi à le remplir. Voilà. Et enfin, du coup je reviens sur un élément que j'ai oublié, parce que encore trop peu utilisé selon moi, que j'avais avant, que j'ai retiré pour l'instant, parce que je veux le refaire mieux. Mais il y a la vidéo de profil. Oui. La vidéo de profil, c'est quelque chose, c'est selon moi un format qui est très intéressant, parce que ça permet vraiment de s'adresser à la personne qui va visiter votre profil. Alors, c'est disponible que sur mobile. C'est-à-dire que, alors la vidéo vous pouvez la consulter sur ordinateur, mais vous pouvez l'upload sur la plateforme que sur mobile. Et donc c'est une petite vidéo qui, lorsque quelqu'un va cliquer sur votre profil, va apparaître à la place de votre photo de profil. Et elle va donc, ça va directement s'adresser à vous en vous délivrant donc, ce que la personne aura mis dans sa vidéo. Donc il peut vous parler de son offre, de qui il est. Et il y a le son en plus. Et il y a le son. Contrairement au feed. Oui. Super intéressant ça, ouais. Et c'est encore beaucoup trop sous-coté selon moi. Ouais, on peut mettre un bonjour, moi je fais ça, tu peux cliquer sur mon profil, sur le lien pour en savoir plus. Exactement. C'est super ça, ouais. C'est vrai qu'on le voit pas encore beaucoup. Non. Ça va arriver très vite à mon avis. Ça fait un petit moment quand même que c'est sur la plateforme. J'ai pas l'impression que ça se démocratise beaucoup, mais moi je trouve que c'est un outil très intéressant. D'autant plus que en 2022, le format vidéo, c'est un petit peu le format préféré des consommateurs de contenu, notamment grâce à TikTok, Instagram Réel, etc. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui est très bien. Ok. Bon écoute, on a un positionnement, on sait qui on veut toucher, on a un profil correct, il ne reste plus qu'à poster. Exactement. Est-ce que toi, tu as des petits... Comment est-ce que tu organises ton contenu ? La première chose, c'est d'avoir toujours à disposition un petit endroit où écrire ses idées de contenu. Donc moi, j'utilise Evernote. J'ai une fiche sur Evernote. Et en fait, dès que j'ai une idée dans la journée, je la note sur mon petit calepin Evernote. Et après, quand j'ai besoin de publier du contenu, j'y reviens dessus et je vois un petit peu ce que je peux en faire. Alors des fois, ces idées-là, finalement, je ne saurais pas du tout comment faire un post, mais des fois, d'autres fois, ça va vraiment être... Je vais trouver vraiment l'axe sur lequel comment l'aborder et pouvoir du coup créer du contenu là-dessus. La deuxième chose que je fais, et du coup ça je le fais avec chacun des membres de mon équipe, c'est que je prends des petits rendez-vous avec eux et on identifie du coup leur beau fou pour y revenir dessus. À partir de ce beau fou, donc je vais prendre l'exemple d'une de mes collègues, Lucie, qui est rédactrice web chez nous. Son beau fou, ça va être donc la rédaction web dans son ensemble. À partir de là, on va essayer de diviser ce beau fou-là en catégories. Typiquement, la rédaction web, qu'est-ce que ça comprend ? Donc la rédaction web, ça se divise en 3 grands pôles. Donc il va y avoir le copywriting, l'UX writing, et l'optimisation SEO. Donc optimisation SEO on-page et sur les sites internet. Là, on ne parle pas de stratégie de création de contenu, puisque elle, du coup, elle rédige des sites internet.
Et donc, une fois qu'on a ces 3 catégories, on va pouvoir diviser chacune de ces catégories en d'autres sous-catégories. Ok. Typiquement, encore une fois, le SEO, le SEO on-page, on peut avoir une catégorie les titres, on peut avoir une catégorie Tout ce qui est balises. ouais, c'est ça, tout ce qui est balise par exemple, exactement. Et donc ces sous-catégories, après on va pouvoir les diviser en postes. Par exemple, pour les titres en SEO, on peut avoir comment rédiger un titre SEO qui convertit. Ou alors, on peut imaginer aussi comment trouver les punchlines de vos titres, etc. Et donc, en fait, on va avoir vraiment une espèce d'araignée, en fait, tout simplement, avec plein de catégories et plein de posts qui vont être reliés à ces catégories. Ouais, je vois. Moi, par exemple, pour LinkedIn, je vais avoir une catégorie profil, justement, et là, du coup, je vais avoir plein de posts sur le profil, donc comment avoir une jolie photo de profil, comment faire une belle bannière. Je vais avoir une catégorie outils reliés à LinkedIn, donc là, justement, je vais pouvoir parler du SSI, je vais pouvoir parler des blogs sur lesquels je vais chercher du contenu, etc., etc. Donc vraiment, il faut faire une espèce de carte mentale des différents secteurs de LinkedIn. Après, c'est ma technique à moi, ça marche super bien, qui marche super bien, mais voilà, il y a plein d'autres techniques que je n'utilise pas pour le coup, donc je peux pas en parler. Mais voilà. C'est vrai que ta technique, ça paraît con en fait de se dire ouais, il faut noter tes idées quand tu les as. C'est ça. C'est un conseil que je trouvais un peu bateau au début quand je me renseignais. Mais en fait, quand tu commences à le faire, ton cerveau, t'as une idée, tu l'écris, du coup tu y penses plus, et il y en a d'autres qui viennent à la place. C'est ça. Et du coup, t'as 2 fois, 3 fois plus d'idées. Et depuis que je fais ça, c'est vrai que j'arrive à publier tous les jours. J'ai tous les jours un sujet. Parce qu'en fait, je me note en permanence des idées et du coup, j'ai plus d'idées. Donc, super conseil. Oui. Ok, bon, on sait ce qu'on va publier. Maintenant, comment est-ce qu'on rédige un post qui fait 500 000 vues? Comment est-ce qu'on rédige un post qui fait 500 000 vues? Alors déjà, il n'y a pas de recette miracle. Voilà, moi j'ai fait 52 posts. J'en ai fait 1 à 500 000 vues. J'en ai fait 2 à plus de 100 000. Mais je veux dire par là que 80% de mes posts font entre 10 et 20 000 vues, ce qui est déjà correct, mais il ne faut pas s'attendre à buzzer à chaque fois, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Maintenant, comment on fait un post à 500 000 vues? La plupart du temps, tout va dépendre de l'algorithme de LinkedIn à la période donnée. L'année dernière, les carousels marchaient très bien. Aujourd'hui, tout le monde fait des carousels, donc les carousels marchent moins bien, même s'ils marchent encore. Et c'est mon format préféré, donc moi j'en fais beaucoup. Mais il n'y a pas qu'une question d'algorithme, il y a une question aussi d'optimisation de vos posts. La première chose à faire, c'est travailler. Enfin, c'est pas forcément la première chose à faire dans l'ordre, mais en tout cas, la chose la plus importante, ça va être de travailler son accroche. L'accroche, c'est vraiment ce qui va capter l'attention de votre potentiel visiteur, de votre audience, et qui va faire en sorte qu'elle va regarder votre post ou pas du tout. On parlait tout à l'heure de j'ai 23 ans et j'ai fait ça. Moi, mon plus gros post, justement, c'était sur un CV créatif. Donc, j'avais suivi un petit peu la tendance, j'avais un petit peu repéré cette tendance-là et j'en avais fait un, parce qu'à ce moment-là, je cherchais un peu je cherchais un autre stage. Et donc, j'avais rédigé mon post avec comme accroche, j'ai passé 10 heures à faire mon CV. Ça paraît tout bête, mais ça donne un message très clair qui est que le CV, s'il a passé 10 heures dessus, il doit être incroyable. Et donc, les gens, par curiosité, ont cliqué. Ce qui fait que, puis donc, ils ont trouvé que le CV était cool, et ils ont commenté, etc., ce qui a fait exploser le post. Mais voilà, j'aurais pu publier le même CV avec une accroche beaucoup moins bien et ça aurait pu bider complètement. Donc vraiment, c'est l'accroche qui va vraiment être le plus important dans le post. Mais ça fait pas tout. Parce qu'une fois que l'attention est captée, que la personne a cliqué sur voir plus, il faut optimiser ce qu'on appelle le dwell time. Le dwell time, c'est le temps que va passer une personne sur le post. Et donc pour que une personne reste sur le post, il faut que le post soit intéressant. Donc là, il y a des modèles, des frameworks de copywriting qui existent. Donc on peut citer l'AIDA, c'est un des plus connus.
L'AIDA, ça veut dire, donc c'est les lettres, donc ça veut dire attention, intérêt, désir, action. Donc c'est quand on va avoir attiré l'attention donc, avec notre phrase d'accroche, il va falloir continuer à susciter l'intérêt pour le contenu du post, puis le désir. C'est-à-dire le désir de, par exemple, aller jusqu'au bout du carrousel pour en apprendre un petit peu plus avant de passer à l'action. Vu que le désir a été suscité, etc., abonne-toi, like, commente, etc. Même si, actuellement, depuis les dernières mises à jour de LinkedIn, il vaut mieux éviter d'essayer de demander aux gens de commenter. Enfin, il faut passer par des petits subterfuges en essayant de poser des questions, etc. Ouais. Parce que LinkedIn n'aime plus trop ça qu'on demande d'interagir avec le contenu. Okay. Mais voilà, donc il y a des structures de copywriting. Voilà, je vous conseille d'aller voir, de vous renseigner sur Internet. Il y en a plein. Il y a le Pass, il y a le Pastor. Mais AIDA, c'est vrai que c'est le plus et connu et AIDA est celle le dont plus on connu. parle le plus. Ouais. Exactement. AIDA est le plus connu parce que c'est aussi un des plus simples à mettre en place. Ok. Et donc une fois qu'on a rédigé le post, on peut, après il y a des petites choses qui pourront permettre encore, on est dans l'optimisation, donc ça va être les hashtags. Les hashtags qui vont matcher avec le profil créateur. C'est-à-dire que quand vous décidez de devenir un créateur sur LinkedIn, vous pouvez activer le mode créateur sur votre profil. Le mode créateur, c'est quoi? En fait, au lieu de vous demander en connexion, les gens vont pouvoir vous suivre. Donc, c'est-à-dire que vous ne les suivez pas forcément leur contenu. Par contre, eux suivent le vôtre, un peu comme un abonnement sur YouTube, par exemple. Donc, ils verront votre contenu sur le feed. Et vous n'êtes pas forcément en relation. Et ça va permettre aussi de définir un petit peu de quoi on va parler. Donc, moi, ça va être marketing, communication, sujet de prédilection. Ouais. Voilà, Ça les sujets de prédilection. Et ces sujets de prédilection qu'on va après utiliser dans les hashtags de nos posts pour un petit peu être boosté par l'algorithme de LinkedIn. Sachant que ça sert à rien de dépasser 5 hashtags de manière générale. C'est pris comme de la suroptimisation pour LinkedIn et ça va plus desservir le post que le servir. Donc du coup, il faut rester raisonnable et mettre entre 3 et 5 hashtags. Ok, d'accord. T'as des techniques pour les choisir, pour savoir lesquels utiliser par rapport aux autres, outre tes sujets de prédilection? Oui, voilà, c'est ça. Donc déjà, il y a les sujets de prédilection. Ensuite, il y a... je me souviens plus le nom, mais il y a des extensions Google qui vont vous permettre de voir un petit peu le nombre de followers du hashtag. Voilà. Après, l'impact des hashtags est quand même minime sur un post LinkedIn. Mais voilà, encore une fois, c'est de l'optimisation. C'est si on veut faire vraiment les choses bien, on doit mettre des hashtags. Mais c'est pas parce que vous mettez pas de hashtag que votre post ne va pas pouvoir décoller. Une autre feature, c'est les emojis. Alors maintenant, tout le monde les utilise, etc. Donc ça a un peu perdu de son pouvoir. Mais ça reste encore un bon outil pour attirer l'attention dans certains cas. Ouais. Ça peut être utilisé dès l'accroche, mais ça peut être aussi utilisé dans le texte pour le rendre un petit peu plus sympa et un petit peu plus digeste parfois. Ok, d'accord. Donc, on a une accroche. Donc il faut vraiment travailler son accroche, presque passer autant de temps sur l'accroche que le post, c'est ça? C'est ça. Il faut vraiment travailler son accroche. Ça va être le plus important. C'est quoi une bonne accroche pour toi? Comment est-ce qu'on fait quelque chose qui va vraiment tenir l'attention? Une bonne accroche, c'est tout simplement quelque chose qui va titiller la curiosité et quelque chose de très direct généralement. Donc il ne faut pas qu'il y ait de mots superflus. Il faut vraiment que tous les mots dans l'accroche soient hyper importants. Ça doit traduire le bénéfice du post, c'est-à-dire ce qu'on va apprendre dans le post. Et voilà, en vrai, il n'y a pas vraiment de secret pour faire une bonne accroche. Il faut tester des choses. Moi, régulièrement, je teste des nouvelles accroches. Quand je vois que ça marche, je peux les réutiliser et les réadapter. Mais il n'y a pas de recette miracle non plus pour faire une bonne accroche. C'est vrai, pas de mots superflus. Ça me fait penser à un truc, c'est que vraiment sur LinkedIn, dans les posts LinkedIn, j'ai l'impression qu'il faut qu'il n'y ait aucun mot qu'on puisse enlever sans que ça change le sens de ta phrase. C'est ça. Un bon post LinkedIn, en fait, c'est des techniques de copywriting. Ça va être des phrases très courtes, très punchy, et dans lesquelles on ne peut pas enlever de mots, pour le coup. Alors,
À prendre avec des pincettes, hein, c'est pas parce que dans le post il va y avoir une phrase un peu longue que vous allez perdre toute votre audience. Mais de manière générale, c'est vrai qu'il faut avoir un ton qui va être très direct envers les personnes et être très sûr de soi dans le ton qu'il va falloir utiliser. Ouais. Il faut pas laisser il faut pas laisser libre cours à l'interprétation. C'est vraiment je dis quelque chose, c'est la vérité. Bah ouais, j'ai découvert une astuce comme ça, c'était de réécrire son post. En fait, tu l'écris une fois. Oui. Et puis tu fais OK, c'est très bien, j'ai mon post. Maintenant, je vais le refaire et je vais essayer de partir de ce post et de le simplifier au max. En fait, on bossait avec une amie à moi et elle m'avait demandé d'écrire son post Oui. parce que elle m'avait m'avait demandé d'écrire son post et je lui avais dit OK, tu veux dire quoi? Elle m'avait fait un pavé de ce qu'elle voulait dire et je suis parti de ce qu'elle voulait dire. Et j'ai enlevé 80% Oui. et j'ai gardé que, tu vois, une dizaine de phrases Oui. très courtes à la voix active. Et elle a vu ça, elle a fait « Ah ouais, c'est bien simplifié ». Et au final, le post, il est trop bien et je trouve qu'il est même mieux que mes posts à moi. Parce qu'en fait, vu que c'était pas moi qui l'avais écrit, je pouvais le raccourcir autant que je voulais sans un peu tuer mon bébé, si tu veux, mes petites phrases que j'ai écrites moi-même. Mais en fait, j'ai pu tout raccourcir, tout comprimer, enlever tout ce qui n'était pas absolument essentiel et ça a fait un super post. Et ben c'est exactement ce qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est que je l'écris une première fois et ensuite je repasse dessus et je supprime tout ce qui me semble pas nécessaire. Alors des fois, c'est compliqué parce que finalement, on va laisser. En fait, il y a des choses qui pour nous vont être qui nous semblent importantes, qui ne le sont pas forcément. Mais il faut raccourcir les posts et je rebondis sur ce que tu as dit. Il faut effectivement utiliser la voix active au maximum. La règle, c'est à peu près 3 vous pour un nous. De manière générale, le copywriting, donc c'est vous, et moi je peux faire ça pour vous. Voilà, donc il faut vraiment utiliser la voix active et être très sûr de soi. Ok, donc au lieu de dire j'ai été licencié, on dit je suis licencié, quoi. C'est un très mauvais exemple. Ah, mais pour dire, en gros, j'ai pas été à, voilà, tu dis, j'étais absent de, voilà. Moins le mot plus direct. Ouais, on peut dire, par exemple, j'ai perdu mon travail et je suis dans une situation compliquée. On dit, je me suis fait virer et je suis à la rue. Ouais. Voilà. C'est 100 fois plus impactant. Exactement. Mais pourquoi on n'a que des exemples qui nous viennent en tête, de licenciement et de SDF? Bon, d'accord, pourquoi pas. Très bien. Donc, voix active, double écriture. En fait, on enlève tout ce qui n'est pas absolument essentiel. On raccourcit les phrases. On parle du vous plutôt que du je. Oui. Et une accroche dont on passe beaucoup de temps sur l'accroche. Oui. Et des hashtags bien choisis. Bien choisis. Ok, on mettra un outil en description. Du coup, sur la newsletter, vous aurez en lien un outil qui permet de faire ça. Et sur un autre outil qui permet d'aider un petit peu pour écrire son post LinkedIn, alors ça fait pas tout, mais c'est un outil qui s'appelle Perfect Post. Okay. C'est une extension Google aussi qui a été créée par Jérôme Essier et c'est Jérôme Essler. Pardon. T'inquiète pas, on mettra au montage leur nom. C'est un outil qui a été développé par Jérôme Essler et Antoine Périgne, qui va vraiment nous aider à analyser un petit peu nos posts. Okay. Alors la première chose que ça va faire, c'est que ça va mettre la ligne au-delà de laquelle on va pas voir le post. Donc c'est-à-dire que sur LinkedIn, il va y avoir l'accroche et ensuite généralement il va y avoir voir plus sur lequel tout l'enjeu est de faire cliquer notre audience. Le Perfect Post va permettre de montrer cette ligne au moment où on rédige le post parce que en fait cette ligne elle va bouger en fonction du contenu du post. C'est-à-dire que si on met un carrousel, photo, ça va être 3 lignes, pardon. Par contre, si on écrit juste un texte brut comme ça va être 5 lignes. Donc ça permet de visualiser cette ligne-là pour pouvoir optimiser son accroche. La deuxième chose que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de dire s'il y a assez d'hashtags dans votre texte. Ensuite, ça va vous permettre aussi de mettre du gras et de l'italique dans vos posts de manière très simple, un peu à la manière d'un éditeur WordPress ou Word. Il n'y a qu'à cliquer sur le bouton gras pour mettre
Du gras. Et la feature la plus importante selon moi, c'est que ça permet d'analyser le cycle de vie d'un post. C'est-à-dire que ça va vous sortir une courbe. Ça prend des mesures tous les quarts d'heure, en fait. Ça prend des mesures tous les quarts d'heure de votre post. Et ça va analyser son nombre de commentaires, son nombre de likes et le nombre de vues. D'accord. Et à partir de là, ça va vous sortir une courbe qui va vous permettre d'analyser du coup votre post à l'heure où vous l'avez posté. Il y a eu un pic de vues 2 heures après. Donc peut-être que c'est intéressant de continuer à poster à cette heure-ci parce que ça marche bien. Et donc vraiment, on va avoir le cycle de vie du post qui est exportable après sur Excel, toutes les données. Donc qui va nous permettre en fait d'optimiser ensuite quand est-ce qu'on poste, etc. Ok, c'est trop bien, c'est payant, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Alors il y a une version payante, je crois, qui donne accès à plus de statistiques, mais la version gratuite est déjà très bien. Moi j'utilise la version gratuite personnellement. Ok, bon, bah écoute, super outil. Pareil, vous aurez le lien dans le mail de la newsletter. Sachant que c'est sur Substack, donc vous avez juste à vous inscrire pour accéder à tous les épisodes, tous les mails de tous les épisodes, même s'ils sont passés. Très bien, donc on sait comment écrire un bon post maintenant. J'aimerais bien qu'on parle, parce que tu l'as dit toi-même, en fait, tes posts qui ont fait 500 000 vues, c'est pas un post qui a fait 500 000 vues, c'est tous tes posts d'avant qui se sont cumulés pour avoir un algorithme favorable, pour pouvoir qu'un post qui marche bien fasse 500 000 vues. Mais du coup, c'est un peu déroutant pour un débutant parce que il se dit ok, non mais d'accord, mais je vais publier une fois toutes les semaines ou peut-être une fois tous les jours, mais je vais avoir quel résultat en combien de temps? C'est un peu opaque, tu vois. Oui. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre en combien de temps? Alors la première chose que je dirais, c'est que si vous commencez à publier comme ça et que vous avez 100 relations, ça va être très compliqué de sortir sur le feed de LinkedIn parce que tout simplement sur ces 100 relations, c'est toujours la même règle, quoi. C'est qu'un tout petit pourcentage qui va interagir avec votre post, et ce qui compte, c'est les interactions avec le post, le nombre de commentaires, le nombre de likes, le temps passé, donc le dwell time sur le post, etc. Donc déjà, moi, avant de commencer, vous pouvez commencer, mais en tout cas, dans vos débuts, je vous conseille de vous constituer ce qui s'appelle un pod. On peut, alors pour ceux qui sont un peu adeptes de LinkedIn, c'est un peu ce qu'a fait Caroline Mignot avec le Refer Challenge il n'y a pas si longtemps, où elle a incité en fait tout le monde à publier des posts avec le Refer Challenge, et en fait tous les participants allaient commenter les posts des autres. Ouais, alors là. Nous, chez Standout, on a notre propre pod qui est la bande de collègues, en fait, puisque dès que quelqu'un va sortir un post, il va le puber dans un canal Slack, et tous les collègues vont aller liker et commenter le post, et ça va permettre de donner l'élan nécessaire au post pour qu'il puisse décoller. Donc, avant de vraiment, quand vous commencez à publier sur LinkedIn, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller commenter les posts des autres, les liker, envoyer des petits messages pour féliciter quelqu'un pour son post, etc. Et en fait, avec le biais de réciprocité, ces personnes-là, de manière inconsciente, vont aussi venir interagir avec votre contenu. Donc ça va être un pod un petit peu passif, donc c'est-à-dire ça va être un échange de bons procédés, et après vous pouvez aussi demander à des créateurs de contenu un peu dans la même situation que vous, donc qui débutent sur la plateforme, etc., de vous entraider, et à ce moment-là vous faites un canal Discord, une conversation de groupe sur Messenger, ce que vous voulez, et dès que quelqu'un poste, vous demandez à tous les autres d'aller commenter et liker le post, et de le lire jusqu'au bout aussi pour optimiser le dwell time. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre au début, en tout cas selon moi, la meilleure façon de percer sur LinkedIn au début. Et d'accord. Puis, plus le temps passe... Lien, en fait. Pardon ? Tu mets le lien en fait. C'est ça, en fait j'envoie juste le lien dans le canal Slack en disant salut la team, j'ai posté sur LinkedIn, est-ce que vous pouvez aller commenter, liker ? Et comme ça fait vraiment partie de la stratégie de l'entreprise, tout le monde joue le jeu. Et il y avait un moment où on faisait ça sur Instagram aussi, où il y avait, au début ça marchait avec le lien, et puis il y avait un moment où en fait Instagram avait capté le truc, les groupes d'engagement, et puis du coup il fallait plus mettre de lien, il fallait mettre la cloche, et puis faire semblant qu'on arrivait naturellement sur le post. Oh tiens, le post de mon collègue, je vais commenter. Alors sur LinkedIn, moi j'ai tendance à dire que ça marche un peu moins qu'avant, mais ça fonctionne toujours. Voilà. Après, il y a pod et pod. Il y a des gros pods aussi payants où là il y a des centaines et des centaines de personnes, et là vraiment
vous passez pour... Enfin, c'est bête parce que du coup, les commentaires n'ont aucun intérêt. Nous, pour le coup, comme on se connaît tous, c'est que des private jokes, c'est que, voilà, on se charrie sur les posts, etc. Et du coup, c'est un lien en fait avec l'image qu'on essaie de donner aussi, d'une équipe qui s'entend bien, qui rigole, etc. Donc ça nous dessert pas et vraiment ça donne vraiment, en fait, vu qu'on du coup on développe tous un petit peu notre communauté, ça nous donne accès à la communauté de chacun. Et du coup c'est un outil puissant pour du coup développer sa visibilité. D'accord, admettons que quelqu'un suit tous tes conseils qu'on a donnés. Il essaie de se constituer, alors d'abord il va commenter un peu, puis ensuite il trouve un espèce de petit réseau, il se fait un pods, enfin un groupe d'engagement. Du coup en 6 mois, en 1 an, à peu près quel résultat il peut espérer en termes de visibilité? Alors après c'est très difficile de répondre à cette question parce que ça va vraiment dépendre aussi de la qualité du contenu, de la chance aussi. Par exemple, il suffit que parfois il y ait un gros de LinkedIn qui tombe sur toi et qui commente ton post pour que ton post décolle. Mais je vais prendre mon exemple personnel. Du coup, moi, j'ai fait 1 million de vues en 1 an, 52 posts, et je partais de zéro. J'avais jamais posté sur LinkedIn à part les fameux posts cher réseau pour trouver un stage. Donc, j'ai créé mon contenu. Donc, en 6 mois, je pense que c'est pas déconnant de dire que si on est régulier, on puisse atteindre 300, 400, 500 000 vues cumulées. Okay. Si on applique bien, du coup, les accroches, le pod, etc. etc. D'accord. Bon, trop bien. J'avais aussi, tu vois, justement, tu as fait 52 posts en 1 an. Tu fais à peu près un post par semaine, sauf quand tu n'as vraiment pas le temps. Il y a d'autres personnes, alors toi, c'est pas, on va dire, ton business principal. Hein, avant tout, tu dois satisfaire aussi les deadlines de tes clients. Si tu avais le temps de publier tous les jours, tu le ferais ou tu resterais sur un rythme hebdomadaire privilégié de la qualité à la quantité? Moi, si j'avais vraiment le temps, je posterai 2 fois par semaine parce que c'est généralement un post, il a une durée de vie de 2 à 3 jours. C'est-à-dire que le premier jour, il va faire son gros pic, et ensuite, dans les 2 jours qui vont suivre, ça va petit à petit descendre jusqu'à ce que le post meure, entre guillemets. Et donc 2 posts par semaine, pour moi, ça permet d'assurer la continuité sur une semaine donc de 5 jours ouvrables. Parce qu'il faut savoir que le week-end, alors je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais le week-end, LinkedIn est quand même plus ou moins mort. Ça ne veut pas dire que vous allez écrire un post un samedi matin, il va bider forcément. Mais en tout cas, pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, publier avant le week-end, c'est pas terrible pour les posts. Et donc voilà, donc 2 fois par semaine avec du contenu quali. Après, si vraiment j'avais full temps libre et j'avais pas mon job à côté avec mes clients, je créerais probablement justement une newsletter aussi et du contenu ailleurs, un blog par exemple, pour rediriger vers mon LinkedIn. Ok, d'accord. Très bien. Donc tu publies, toi dans l'idéal, tu penses que c'est mieux de publier, du coup j'imagine le mardi et le jeudi, s'il faut éviter le week-end? C'est ça, le mardi et le jeudi, le matin, vers 10-11 heures. Pourquoi le mardi et le jeudi? Parce que ce sont des créneaux où il y a beaucoup de gens connectés, et surtout le post va commencer donc à sortir sur les fils d'actualité donc dès qu'on le poste, mais à gagner un peu en popularité entre midi et 2. Et vraiment, ça va être un moment où beaucoup de gens vont aller sur LinkedIn, consulter un petit peu ce qui s'est passé pendant la matinée, et où ça va permettre donc de maximiser les chances que le post soit vu. Ok, d'accord. Bon, très bien. Il y a aussi un truc qui m'avait intrigué, c'est-à-dire que dans votre stratégie d'entreprise dans ton agence, Standout, chacun poste 1 fois par semaine. Mais il y a aussi un truc, c'est que votre page entreprise, elle a 2 à 3 posts par semaine. C'est ça. Alors, l'idée donc de poster chacun par semaine, c'est de ramener du trafic sur la page entreprise. En fait, c'est encore une fois un entonnoir. Donc les entonnoirs, il y en a un peu partout dans le marketing. Mais en fait, il faut imaginer que si on est 10 à publier toutes les semaines, on va faire, alors au premier trimestre chez Standout, on avait fait 2 millions de vues. Donc par semaine, on va faire 100 000, entre 100 et 150 000 vues.
On va faire 100 000 vues. Sur ces 100 000 vues, sachant qu'il y a certains posts justement qui parlent de l'agence, etc., et qui nous mettent en scène en tant qu'agence, même sur nos posts personnels. Sur ces 100 000 vues, on peut imaginer facilement qu'il y a 10 000 personnes qui vont aller consulter nos différents profils. Ça doit être à peu près ça, parce que moi je pense que je suis à peu près à plus de 1000 par mois personnes qui vont consulter mon profil. Donc on va dire à peu près 10 000 personnes qui vont consulter notre profil. Ok. Sur ces 10 000 personnes, il y en a peut-être 2000 qui vont commencer à nous suivre. Et sur ces 2000-là, il y en a 500 qui vont s'intéresser à la page d'entreprise et qui vont aller voir qui nous sommes vraiment, où nous travaillons, ce que fait Standout. Et donc, l'intérêt d'avoir une stratégie de contenu pour la page aussi, c'est de faire en sorte que ces personnes-là qui viennent tomber sur notre page-là, sur ces 500-là, il y en a peut-être 100 ou 150 par mois qui vont commencer à nous suivre. Après, ça dépend des mois. Encore une fois, l'été, c'est mort. Par exemple, là, en été, on a pris 50 abonnés. Alors que, voilà, là, depuis la rentrée, on est déjà quasiment 200. Et donc, il y a une vraie stratégie aussi sur la page entreprise de création de contenu, dont c'est moi qui m'occupe avec mon alternante, et sur laquelle on va publier donc, des posts lifestyle d'agence, nos réalisations, et donc des posts à forte valeur ajoutée, donc des tops. Voilà, un post qui a bien marché récemment, ça va être par exemple le top 5 des livres pour graphistes en manque d'inspiration. Ok. Et donc tout ça, ça va nous permettre donc d'avoir de la visibilité également, au-delà d'avoir de la visibilité pour nous, sur l'agence, sur la page d'entreprise de l'agence. Et c'est un très gros vecteur de marque employeur, parce que chez Standout, régulièrement quand on a des entretiens, on va avoir des jeunes qui vont nous dire ça fait 9 mois que je vous suis, ça fait 6 mois que je vous suis et je vous connais par cœur. C'est-à-dire que des fois, il y a... Ils connaissent les prénoms de tout le monde. Ils connaissent les prénoms de tout le monde, ils connaissent les caractères de tout le monde. Ils connaissent aussi des détails sur notre vie parce qu'on les dissémine un peu dans des posts, mais des fois c'est des posts qui datent de 6 mois et en entretien ils les ressortent et c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs là donc on a une nouvelle alternante, Noémie, qui vient d'arriver et elle m'a dit cette semaine, c'est fou comme l'image que vous donnez sur les réseaux sociaux, c'est vraiment vous, c'est-à-dire en termes de caractère. J'imagine exactement chacune des personnes que vous êtes comme elle est réellement. Et du coup, vraiment en termes de marque employeur, c'est vraiment un outil incroyable parce que du coup, on n'a que des gens qui nous rejoignent, enfin en tout cas, pas que, mais beaucoup de gens qui nous rejoignent, qui sont déjà en accord avec le projet, qui nous connaissent déjà, qui savent ce qu'on fait exactement. Ils correspondent à l'esprit de l'entreprise, ils sont alignés avec. Exactement. Ok, bon bah super. Je pense que là, on a toutes les clés pour réussir sur LinkedIn. En tout cas, tu as donné une bonne méthode. Moi, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on peut en savoir plus. C'est quoi un peu tes ressources, tes blogs? T'en as parlé un petit peu. Où est-ce que tu te formes? Ouais, alors, bon, les blogs, en fait, moi, alors, j'ai des blogs sur lesquels je me retrouve souvent, mais en fait, c'est pas forcément mes blogs préférés. Déjà, la première chose à savoir, c'est que pour percer sur LinkedIn, tout ce qu'il y a à savoir est sur LinkedIn. C'est-à-dire que moi, 90% des ressources que je vais consulter vont être sur mon feed d'actualité directement et vont être aussi sorties de mes propres expériences. C'est-à-dire que justement, quand j'essaye, quand je poste, etc., j'en retire des enseignements. Et je vais beaucoup observer le feed LinkedIn. C'est-à-dire que je vais scroller le feed LinkedIn et dès qu'il va y avoir un post qui marche, je vais l'analyser. Je vais me dire, cette accroche, elle est pas mal, peut-être c'est le visuel, c'est le message, la valeur ajoutée qu'il y a derrière. Et je vais suivre beaucoup d'influenceurs LinkedIn également. Je pense justement à Caroline Mignot, des copywriters, Nina Ramen, etc. Sur les blogs, je consulte des blogs, mais comme je dis, c'est pas vraiment. C'est vraiment des recherches que je fais moi très précises quand je veux des renseignements. J'écoute des podcasts, notamment Marketing Square. Ouais, Marketing Square. De Caroline Mignot, du coup. Oui, de Caroline Mignot. Qui ne traite pas du coup uniquement de LinkedIn, mais en tout cas, il y a beaucoup de podcasts qui peuvent être appliqués à LinkedIn, à la création de contenu. Et voilà, de manière générale, voilà, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, si on veut apprendre à servir LinkedIn, tout est sur LinkedIn.
Exactement. Bon, est-ce que c'est quoi un peu tes outils quotidiens? Tu nous as parlé d'Evernote. Ouais. Tu nous as parlé de... Perfect Post. Ouais, Perfect Post. Essentiellement, j'utilise Figma pour faire mes carousels et pour faire mes cartes mentales aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'utilise comme outil? J'utilise les outils mis à disposition par LinkedIn, donc mon SSI pour mesurer un petit peu comment va ton compte, comment va mon compte, etc. Je surveille les statistiques de l'agence, donc je fais un reporting régulier de l'évolution du nombre d'abonnés, l'évolution du nombre de vues, l'évolution du taux d'interaction avec mes posts. Tu as trouvé comment l'automatiser ça? Nous, on l'automatise pas pour l'instant, parce que c'est pas nécessaire. En fait, je pense que c'est nécessaire quand vraiment tu es un gros LinkedIn et que c'est vraiment ta priorité. Nous, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que LinkedIn, c'est un moyen d'être visible sur Toulouse et en France. Notre activité principale, c'est le branding. 90% de nos efforts, ils sont faits vis-à-vis de nos clients dans la création de marques. Et du coup les efforts d'acquisition de le SEO. Ok, d'accord. Bon, très bien. Eh bien écoute, on en arrive à ma dernière question, que tu as peut-être un peu anticipée. Du coup, c'est si tu devais inviter quelqu'un dans ce podcast, qui est-ce que tu inviterais? Moi, si j'inviterais quelqu'un, c'est Maud Alaves. Parce que elle va vraiment parler de personal branding. Là où moi j'ai pu un peu l'évoquer, mais j'ai pas pu rentrer dans les détails. Et je trouve qu'elle est très intéressante. Je me suis beaucoup inspiré de son profil pour faire le mien, en tout cas pour raconter mon histoire, notamment dans ma description. Et justement, elle peut parler justement de cette histoire de storytelling, etc., qui est très intéressante, de raconter des histoires, etc. Donc voilà, vraiment, c'est quelqu'un que je suis pour le coup d'assez près. Ok, bon, très bien. Écoute Lucas, merci beaucoup. Merci à toi. Je te propose de faire le chin de fin. Ouais. J'ai un verre vide, mais c'est pas grave. Hop. Merci beaucoup Lucas. Merci à toi. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Mot pour la fin, non. Je vais faire ma pub. Suivez-moi sur LinkedIn, Lucas Gonzalez. Suivez notre agence Standout sur sa page. Et vous me direz du coup si tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, ça se ressent aussi dans notre contenu. Et voilà, et puis suivez Clément aussi sur YouTube, sur TikTok, l'Aftermarket. Voilà. C'est bien d'avoir des podcasts justement, de la création de contenu comme ça, et c'est hyper cool, donc voilà. Voilà, c'est tout pour cet épisode du coup avec Lucas Gonzalez. J'espère que vous avez aimé l'écouter autant que j'ai aimé le filmer. C'était un super moment qu'on a partagé tous les deux. Comme il l'a dit, abonnez-vous, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Ça nous aide énormément, de 1 pour le référencement, mais de 2 pour décrocher aussi des partenariats pour vous faire toujours du contenu de meilleure qualité. N'oubliez pas aussi que vous avez un résumé écrit qui est disponible dans la newsletter, avec aussi tous les liens qu'on a mentionnés avec Lucas, les personnes, les outils, les blogs, etc. Voilà, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aftermarket.